Je souhaitais revenir plus particulièrement sur la politique du numérique, qui est 25% de la croissance mondiale, 40% des gains de productivité en Europe, et qui porte des enjeux culturels et de savoir qui me semblaient essentiels, au-delà de la question de la force de l'Europe, pour avoir une Europe plus solidaire. Mais je pense qu'il est un peu mieux pour le débat que je revienne en fait sur les propos d'Olivier Ferrand, pour vous montrer comment on peut articuler de façon très proche et en même temps, je crois, complémentaire, deux réflexions sur l'Europe politique sera mieux pour le débat. Nous sommes un think tank à la fois social-démocrate, clairement réformiste. Un de nos premiers cahiers était fait par Peter Mandelson avec Policy Network, qui s'intitulait Pro-Europe, Pro-Réforme. Et on a un certain nombre d'ateliers et de cahiers qui ont soit une incidence européenne, soit un traitement de questions directement européennes. Si je regarde notre production sur une dizaine d'années, puisque le think tank a 10 ans, je vois deux choses. D'une part, nous sommes allés de l'Europe à des questions beaucoup plus globales, et en particulier sur l'OMC. Notre premier cahier était de Pascal Lamy, notre dernier cahier est d'Henri Fabrice sur l'OMC. Et d'autre part, sur des questions beaucoup plus spécifiques. Spécifiques, soit sur l'identité européenne, avec des réflexions sur l'ordolibéralisme, modèle allemand de l'Europe, ou sur des questions notamment de défense particulières. En d'autres termes, jamais nous avons abordé la question dont Olivier Ferrand nous a parfaitement montré qu'elle était aujourd'hui essentielle, qui est celle de l'Europe, de ses institutions et de l'Europe politique. Ça, c'est le premier point. Or, nous n'avons jamais abordé cela, je crois que ce n'est pas de manière délibérée, mais parce qu'au fond, ça répondait à ce que je pourrais résumer comme 3 ou 4 éléments de convergence pour nous. D'une part, l'élargissement était inéluctable, mais il devait donc se traduire par une pause dans l'approfondissement de la construction européenne. D'autre part, la création de l'euro a requis d'immenses efforts de convergence, mais cela a conduit à un palier dans la construction européenne. Troisièmement, la crise que vient de traverser l'euro a conduit à la mise en place d'instruments communs gigantesques pour parvenir à la rescousse de pays membres de la zone euro qui rencontraient des difficultés. Je ne reviens pas sur le pacte européen de stabilité, sur le mécanisme permanent de résolution des crises financières dans l'Union européenne, qui se fait donc sur la base d'une modification restreinte du traité de Lisbonne. Mais ces énormes plans qui vont bien au-delà du fameux plan de sauvetage de 750 milliards d'euros pour rétablir la confiance sur les marchés, sur la monnaie européenne, n'a en aucun cas relancé une dynamique de construction européenne. Bon, il y a des raisons très simples à cela. L'union monétaire basée sur des transferts financiers est une idée très impopulaire européenne et comme vous le savez d'autre part, l'Allemagne pourrait avoir une difficulté forte avec sa Cour constitutionnelle à pérenniser le mécanisme de sauvetage qui pourrait paraître contrevenir à la clause des traités interdisant de venir à la rescousse d'un État euro défaillant. Et pour le coup, donc, quatrièmement, je crois que les sujets qui nous semblent les plus importants sont donc ceux qui sont à la jonction de l'Union telle qu'elle est et de la zone euro telle qu'elle est avec les grandes enceintes internationales. Et d'autre part, ce sont les pays qui, pays par pays, déterminent le développement de la construction européenne et doivent aujourd'hui déterminer leur place dans cette construction-là. Donc cette matrice intellectuelle fait que si on avait abordé la question que se pose aujourd'hui Terra Nova, je crois qu'on l'aurait abordé avec une sensibilité différente dans ce vers quoi on doit travailler. Je crois que les deux sont très collaboratifs, mais il y a quand même une spécificité. Je souhaiterais souligner ça dans ce troisième moment. Premièrement, l'Union a été capable aujourd'hui de gérer remarquablement la crise financière en portant secours à la Grèce pour lui donner les moyens de faire face, créant un fonds de stabilisation qui offre une garantie vis-à-vis des marchés et en faisant en sorte que la Banque centrale européenne prenne en pension des titres de la dette publique des pays européens pour aider au bon fonctionnement. Cela étant, il me semble extrêmement difficile de faire une Europe plus solidaire, sans revenir même à la question des institutions, parce que les problèmes naissent dans le cadre national, Grèce, Irlande, Portugal, et c'est là qu'ils doivent se résoudre, sauf jusqu'à l'accident où la solidarité joue sur le seul mode de la gestion de crise. Et en tous les cas aujourd'hui, les États, et c'est peut-être pour cela que l'Europe politique est nécessaire, mais en tout cas les États nous poussent à cette gestion strictement nationale, notamment parce que la globalisation effraie les Européens et parce que les États membres aujourd'hui n'ont pas encore, d'où ce travail très fort sur la partie européenne, mais sur les Verts et autres, la volonté forte de passer à cet échelon-là. Mais donc on est plutôt sceptique sur la capacité de l'Europe aujourd'hui à avoir cette gestion solidaire.
Et d'autre part, je pense que ce n'est pas dans cette phase-ci que nous pourrons faire une Europe plus forte. Dès que les projets sont trop ambitieux, je pense à typiquement un siège en tant qu'Union européenne dans les instances internationales ou même au Conseil de sécurité serait un bouleversement. Il suffit de l'énoncer pour que la perspective semble hors de portée et les seuls gains possibles seront incrémentaux. En d'autres termes, ce sera mon quatrième et dernier point, ça fera 4 minutes. Nous n'avons pas porté notre réflexion sur l'Europe politique parce que nous étions probablement plus sceptiques sur la capacité aujourd'hui d'accéder à ce stade d'action. Nous ne le nions absolument pas par principe, nous ne pouvons même que l'appuyer. Dans l'espace intermédiaire, je pense qu'il y a un certain nombre de chantiers sur la politique d'approvisionnement énergétique qui permettrait d'assurer la sécurité de nos approvisionnements et de développer des énergies nouvelles de manière plus rapide et plus coûteuse. Il y a un certain nombre de travaux sur la politique européenne de sécurité, sur la vision européenne de la régulation bancaire. Bref, je crois que l'Europe plus forte et plus solidaire se fait dans des champs d'action plus limités. De ce point de vue-là, et donc je n'aborderai pas ça, mais on pourra y revenir, il me semblait que la politique européenne en matière de numérisation et de culture était un vecteur à la fois de force considérable et un moteur de cohésion sociale, intellectuelle et culturelle européen absolument sous-développé, et que s'il y avait une question, certes pas de l'ampleur de l'Europe politique, mais absolument fondamentale dans les années à venir, c'était bien celle-ci qu'il fallait analyser. Mais, prenez 30 secondes pour nous expliquer mieux votre projet, parce que si c'est si important, on veut l'entendre. Ce qui m'intéressait, c'était la position de Google. Vous connaissez le principe de base, la gratuité, pour favoriser l'acquisition rapide d'une position éminente, sinon dominante. Google est leader aujourd'hui dans l'économie d'Internet, avec plus de 7000% de croissance en 7 ans. Et il y a une très grande variété de services, moteurs de recherche, revues de presse, messagerie, photographie, librairie, etc. Si on regarde l'évolution depuis un an, on voit qu'elle se poursuit. Renforcement dans le monde des PC, classique, développement du cœur des métiers historiques, un certain nombre de rachats, je passe, et migration vers l'Internet mobile. Ce qui me frappe, c'est l'évolution depuis 2005, la plus forte qui concerne Google Book, qui consiste en une mise en ligne des ouvrages déjà tombés dans le domaine public en faisant l'objet d'accords passés avec les éditeurs et qui permet une publication sans accord avec les ayants droit de citations utilisant des mots-clés recherchés, quitte à les retirer en cas de plainte. Par rapport à cette stratégie qui est considérable, puisqu'elle permet un accès au savoir d'une masse complètement démultipliée de textes à un nombre considérablement plus important de personnes, depuis les personnes âgées qui ne peuvent pas aujourd'hui être en situation d'accéder aux livres. Je vous rappelle que 90% des livres aujourd'hui sont en bibliothèque, c'est-à-dire 80% des livres écrits ne sont pas achetables dans des librairies. Donc ça permet un accès au savoir absolument démultiplié à un nombre de personnes absolument démultipliées. Face à ça, qu'a fait la France? Donc, il y a eu un certain nombre de rapports, depuis le rapport Stas jusqu'au texte de Jean-Noël Jeannet, par ailleurs, dans temps réel, mais plutôt réactif sur cette question-là. Alors, elle a été réactive, je crois, à 3 titres. Elle est vite quand même. Hein, d'accord. Réactive, en gros, c'est une position extrêmement restrictive au niveau du droit d'auteur. Il y a pas mal de questions juridiques. La France a eu les positions les plus restrictives et notamment problématiques par rapport à la CJCE. Il y a eu d'autre part un sous-investissement industriel considérable dans le numérique. Et il y a eu enfin un discours politique relativement faible par rapport à cela. Pour la faire brève, en gros, on a là un domaine dans lequel les Français n'ont pas su, pour l'instant, s'investir pour être compétitifs par rapport à Google. Notamment commissaire Reding, dans ses anciennes fonctions, était pour une stratégie européenne beaucoup plus efficace, à la fois sur une harmonisation des positions européennes et sur un retour au droit d'auteur. Et on a, au niveau européen, à la fois des acteurs plus ouverts que les Français, une capacité de fonds beaucoup plus importante, et on aurait, en passant au niveau européen, qui est à la fois un niveau intellectuel, un niveau institutionnel et un niveau de financement, en passant à ce niveau-là, on aurait, je crois, la capacité en France de sortir d'une position qui est une voie de garage et qui, du coup, renforcerait l'Europe dans ce qu'elle a de plus noble, c'est-à-dire la croissance et le savoir.